Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, l'Afrique du Sud qui accuse Israël de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. La plainte a été déposée devant la Cour internationale de justice et rejetée par Israël. La bonne nouvelle pour les Nigériens, c'est l'ouverture de la centrale photovoltaïque qui a permis la diminution des coupures d'électricité dans la capitale. Une avancée qui soulage après 5 mois de récession. On vous parlera de cette athlète ougandaise paralympique de 16 ans qui vise les JO de Paris 2024 et qui est un vrai modèle pour son pays et bien au-delà. Portrait à suivre. On ouvre ce journal par l'Afrique du Sud qui accuse Israël d'actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Une accusation déposée devant la Cour internationale de justice, principal organe judiciaire des Nations Unies. Israël a rejeté, je cite, avec dégoût ces accusations. On retrouve en direct de La Haye notre correspondante Stéphanie Mopa. Stéphanie, que sait-on de cette plainte déposée par l'Afrique du Sud ? Alors on sait que l'Afrique du Sud reproche à Israël de vouloir détruire la population palestinienne de Gaza. Vous savez, cette plainte, c'est un document de 84 pages dans lequel Pretoria reproche à Israël de commettre des actes génocidaires, des meurtres, des atteintes à l'intégrité physique et d'autres actes qui, s'ils sont commis dans l'intention de détruire un groupe donné, et ici ce sont les Palestiniens de Gaza, peut constituer un génocide. C'est la définition juridique du génocide sur laquelle, bien évidemment, Pretoria s'appuie pour défendre sa plainte devant la Cour. Alors, l'Afrique du Sud, on peut le noter aussi, a condamné dans cette plainte l'attaque du 7 octobre commise par le Hamas dans le sud d'Israël, qui avait fait quelques 1200 morts. Mais dans le même temps, l'Afrique du Sud explique que ça ne justifie aucun acte de ce degré-là, aucun acte de génocide. Alors cette procédure-là, qui est enclenchée aujourd'hui, elle devrait prendre plusieurs années. En attendant, du coup, l'Afrique du Sud demande à la Cour internationale de prendre des mesures d'urgence. On appelle ça des mesures conservatoires. Par exemple, il y a une longue liste qui est donnée dans cette requête de l'Afrique du Sud, mais par exemple, de demander à Israël, d'ordonner à Israël de ne pas faire de transfert forcé de population à l'intérieur de la bande de Gaza ou de laisser passer l'aide humanitaire aux Palestiniens. Cette procédure d'urgence, c'est une procédure préalable, elle devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Stéphanie, quelles sont les conséquences possibles justement d'une telle plainte ? Alors, il faut savoir que la Cour internationale de justice, qu'il ne faut pas confondre avec la Cour pénale internationale qu'Israël ne reconnaît pas, la Cour internationale de justice, c'est, vous l'avez dit, la plus haute cour de l'ONU. Elle est reconnue, elle est respectée par tous les États membres de l'ONU, dont Israël. Et évidemment, le risque, c'est un risque de réputation, puisque au plan diplomatique, les décisions de cette Cour internationale ont un poids assez important. Et le risque, c'est d'être condamné, d'être reconnu coupable de violer le droit international, et c'est particulièrement grave dans le cas de la Convention sur le génocide. C'est donc un risque de réputation. Ça peut être aussi le risque de devoir payer des réparations, mais ça peut venir à la toute fin d'une procédure, et on le sait, ce sont des procédures qui durent assez longtemps. Et puis il y a aussi à plus court terme, on peut imaginer que les relations, par exemple, entre l'Afrique du Sud et Israël pourraient être un petit peu compliquées par cette procédure. Ce sont déjà des relations qui sont un peu tendu. Ça pourrait aussi embarrasser un peu plus les alliés d'Israël. Au cours des dernières semaines, le président américain Joe Biden a mis en garde Israël, par exemple, contre sa stratégie militaire dans la bande de Gaza. Merci beaucoup Stéphanie Mopa pour ce décryptage. On passe à l'actualité au Niger, où la capitale accueille une nouvelle centrale photovoltaïque, une manière pour le pays de répondre aux sanctions de la CEDEAO qui l'ont privé de son principal fournisseur d'électricité, le Nigeria, et une bonne nouvelle pour les usagers habitués aux coupures d'électricité qui voient leur situation s'améliorer après 5 mois de récession.
55 000 panneaux solaires pour une centrale photovoltaïque de 30 MW. De quoi améliorer la desserte de centaines de milliers de foyers de la capitale et d'autres zones du sud-ouest nigérien. Les coupures d'électricité étaient une plaie quotidienne pour des quartiers entiers. Aujourd'hui, ça va mieux. Dans tous les quartiers de Niamey, on constate une amélioration significative de la qualité de la fourniture d'électricité depuis la mise en service de la centrale photovoltaïque. Il n'y a presque plus de coupures. Même constat chez les commerçants de la capitale. Tous ont déjà perdu des appareils coûteux à cause des coupures d'électricité et surtout des retours de courant trop violents. J'ai subi une perte de 22 000 francs CFA pour le régulateur de tension et de 320 000 francs CFA pour le réfrigérateur, en plus des produits laitiers périmés. Aujourd'hui, nous réalisons des économies car il n'est plus nécessaire de recourir au groupe électrogène et d'acheter du carburant pour préserver la fraîcheur de certains produits. Alors que la mise en service de la centrale de Gourou-Banda a été retardée par la crise politique que traverse le pays et surtout par le départ de la majorité du personnel technique étranger, pour beaucoup, le Niger a les ressources pour entretenir son bon fonctionnement. Le Niger est doté d'ingénieurs compétents à la matière. Parce que nous sommes dans cette énergie depuis plus de 30 ans. J'allais même dire depuis plus de 50 ans. Donc l'expertise est là. La production de la centrale photovoltaïque de Gourou-Banda est une parade à l'arrêt de la fourniture d'électricité par le Nigeria depuis l'application des sanctions de la CEDEAO après le coup d'État de juillet dernier. Mais elle est le résultat d'un partenariat entre le Niger, l'Agence française de développement et l'Union européenne. Le général-major Khaled Nézar n'est plus. L'ancien ministre algérien de la Défense est décédé aujourd'hui à l'âge de 86 ans à Alger après un long combat contre la maladie. Khaled Nézar a occupé le poste de chef d'état-major de l'armée nationale populaire de 1988 à 1990, puis celui de ministre de la Défense nationale de 90 à 93 avant de prendre sa retraite. À 15 jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera à partir du 13 janvier en Côte d'Ivoire, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, s'est montré ambitieux face à la presse. Le Sénégal, vous le savez, champion d'Afrique en titre est l'un des favoris de la CAN. Plus de détails dans cette correspondance à Dakar de Eliman Ndao. Peu de changements dans le groupe des 27 lions sélectionnés par Aliou Cissé pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur s'est appuyé globalement sur des joueurs d'expérience pour cette compétition, notamment les cadres de cette équipe nationale qui jouent globalement en Europe, mais surtout de plus en plus en Arabie Saoudite. Kalidou Koulibaly, le capitaine de l'équipe nationale, Edouard Mendy, le gardien, mais surtout Sadio Mané, la star de cette sélection nationale qui avait raté la dernière Coupe du Monde. Il sera de la partie pour cette CAN à Côte d'Ivoire. Le sélectionneur a décliné ses ambitions, conserver le titre de champion d'Afrique acquis historiquement par le Sénégal en 2022. Nous savons que ça sera très difficile, mais je pense que nous avons les arguments aujourd'hui, nous avons l'expérience, je vais le dire, nous avons le vécu. Des années se sont passées, notre équipe s'est bonifiée d'année en année, de sortie en sortie, de compétition en compétition. Donc, fort de cette expérience-là, nous allons à cette compétition, comme je l'ai dit, avec beaucoup d'espoir, mais en réalité avec énormément d'humilité. Le Sénégal va entrer en lice dans cette Coupe d'Afrique des Nations le 14 janvier face aux voisins gambiens. Elle était la plus jeune paralympienne à participer aux Jeux de Tokyo il y a 2 ans. Aujourd'hui, âgée de 16 ans, Usna Kukundake Dakwe, nageuse ougandaise née sans avant-bras droit, vise Paris 2024. Elle sait que la compétition sera rude, mais les challenges ne lui font pas peur, qu'elle a déjà vu faire à de nombreux stéréotypes concernant les personnes avec un handicap dans sa famille et dans son pays, comme nous le raconte Clémence Valère. Autrefois, elle était considérée simplement comme une fille handicapée. Aujourd'hui, Usna Kukundakwe est une nageuse professionnelle qui représente son pays lors de l'événement sportif le plus prestigieux au monde, les Jeux Olympiques. Mon objectif principal était d'inspirer les personnes avec ou sans handicap, en particulier les enfants. Imaginez atteindre le niveau d'athlète le plus élevé à l'âge de 14 ans. C'était une réalisation énorme.
Née sans son avant-bras droit et avec une déficience de la main gauche, Usna avait 3 ans lorsque son voyage aquatique a commencé. Elle savait que la route serait difficile et qu'elle serait confrontée aux clichés concernant les handicaps. Mais cela ne l'a jamais arrêtée. J'adore être dans l'eau. Bien sûr, au début, ma mère ne me soutenait pas parce qu'elle craignait que je ne puisse pas nager. Mais bien sûr, j'ai continué à être têtue et à y retourner, même si elle me disait non. Elle a donc fini par céder. Motivée par son esprit compétitif, Usna a fait ses débuts sportifs internationaux en 2019, avant de participer aux Jeux paralympiques de Tokyo 2 ans plus tard. Lors de ces championnats, mes nerfs étaient éprouvés, bien sûr, parce que c'était la première fois que j'affrontais des légendes de la paranatation, celles que je regardais sur YouTube et que je rencontrais mon modèle en personne. C'était vraiment une expérience incroyable. Selon la Commission nationale ougandaise pour l'égalité des chances, les personnes handicapées sont toujours confrontées à la stigmatisation et à la discrimination. En tant que jeune ambassadrice du Comité international paralympique, Usna s'efforce chaque jour de briser ces stéréotypes. Et pour finir, en ce 29 décembre, un mot sur l'un des personnages qui aura le plus marqué le continent africain au XXe siècle. Il s'agit de l'historien sénégalais Cheikh Anta Diop. Il aurait eu 100 ans aujourd'hui. Il aura profondément marqué les esprits par son œuvre ambitieuse et replacé le continent africain au cœur de l'histoire universelle. Scientifique, panafricaniste, Cheikh Anta Diop est mort en 1986, laissant derrière lui des écrits qui continuent toujours à être étudiés partout dans le monde. Et c'est ainsi que nous refermons cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, de Diourbel à Alger, en passant par Libreville. Passez de très belles fêtes de fin d'année et restez avec nous sur France 24.